Donc effectivement, je vais avoir la lourde tâche de clôturer l'école. Donc, pour rappel, à l'autre extrémité de la semaine, en fait, les fondamentaux de la plasmonique avaient été présentés par Renaud. Et là, je vous propose de présenter un panorama succinct des possibilités d'imager le champ proche optique d'un résonateur plasmon à une échelle sublongueur d'onde. C'est qu'on va essayer de faire de l'optique sublongueur d'onde. Et essentiellement avec des électrons, puisqu'on peut le faire de plusieurs manières. Voilà. Donc, comme rappelé précédemment, en fait, les ondes plasmon, ce sont des ondes qui sont susceptibles de se propager dans l'espace et d'avoir une durée de vie finie, etc. Donc, je vais commencer la présentation par fixer un cadre et définir en fait les ordres de grandeur en termes d'espace, de temps et d'énergie avant d'aborder les techniques, typiquement. Bon, il y a d'autres degrés de liberté intéressants pour les excitations plasmoniques, en particulier la polarisation de la lumière qu'on va utiliser, le moment angulaire éventuellement présent, les moments des électrons, puisqu'on va globalement mettre à profit une émission électronique ou une modification d'un comportement électronique d'un faisceau d'électrons. Donc on va commencer simplement, les 3 prochaines diapositives correspondent en fait à des échelles de temps, d'espace et d'énergie pertinentes pour la plasmonique. Et on va commencer par l'échelle spatiale. Donc, par définition, un plasmon, c'est une oscillation collective, donc globalement, c'est un oscillateur harmonique amorti, et il faut que les électrons voient un champ homogène spatialement, donc déjà, la taille de l'objet est sublongueur d'onde, comme les résonances ont lieu typiquement dans le visible et dans le proche infrarouge, donc il faut qu'on soit à des échelles spatiales, il faut qu'on ait au moins accès à des échelles spatiales qui soient plus petites, disons, que le micron. Ensuite, si on descend en échelle spatiale, en fait, quand on s'intéresse à l'onde hybride, donc le plasmon, c'est une onde hybride entre une onde optique et une onde plasma qui est dans l'objet. Et en fait, la densité de charge induite dans l'objet va se développer sur des épaisseurs qui sont excessivement faibles, qu'on appelle la distance de Thomas-Fermi, et typiquement, c'est de l'ordre de 0,1 nanomètre. Donc, une limite basse en termes de dimension spatiale, c'est typiquement cette grandeur-là, donc typiquement à peu près 1 angstrom. À l'autre extrémité du spectre, en termes spatial, si on s'intéresse à la propagation d'un plasmon polariton à une surface entre un métal et un diélectrique, eh bien on atteint facilement des distances qui sont de l'ordre de quelques dizaines de microns. Donc ici, par exemple, vous avez la propagation d'un plasmon polariton à la surface d'une interface hors vide. Donc typiquement, globalement, pour les échelles spatiales, il faut qu'on soit capable d'adresser des distances entre, disons, 0,1 nanomètre et une dizaine de microns. En termes d'échelle de temps, typiquement, globalement, comme l'a rappelé Renaud, eh bien, la durée de vie d'un plasmon, c'est de l'ordre de grandeur de 10 femtosecondes. La limite de temps ultime, ce serait l'absorption d'un photon entre 2 états, donc typiquement environ 0,1 femtoseconde. Et puis, on peut être préoccupé par des phénomènes de ce type-là, c'est-à-dire que lorsque le plasmon va se relaxer, on va avoir des créations de paires électrons-trous, on va avoir des problèmes de relaxation de l'énergie, donc de thermalisation du gaz d'électrons chauds, ça prend environ 100 femtos. Et puis, si on veut coupler avec le bain de phonons, ça va nous reprendre environ 1 picoseconde. Donc, typiquement, les échelles de temps pertinentes pour la plasmonique, ça va être entre 0,1 femtoseconde et, disons, 1000 femtosecondes, 1 picoseconde. Et quant aux échelles d'énergie, eh bien, si on s'intéresse, on connaît le temps de vie, donc typiquement 10 femtosecondes, donc on peut transférer ce temps de vie en énergie, ça nous donne à peu près, si on regarde la distribution, la largeur à mi-hauteur d'une distribution, d'un comportement en longueur d'onde d'un cube, par exemple, eh bien, ça correspond à peu près à 100 millieV. On peut calculer les énergies dans les plasmons de volume ou des plasmons de surface. Donc typiquement, ça nous donne quelques EV à quelques dizaines d'EV. Et donc, en termes d'énergie, on va être souvent entre 100 millieV, donc 0,1 EV, et quelques dizaines d'électronvolts. Donc globalement, si on est capable de développer des microscopies qui sont susceptibles de travailler dans ces gammes d'énergie, de temps et d'espace, eh bien, on peut espérer cartographier le champ proche optique, c'est-à-dire la distribution du champ à l'échelle de l'objet
pendant la résonance. Alors historiquement, en fait, on a utilisé une autre méthode pour cartographier le champ proche optique d'objets, et cette méthode, c'est la microscopie à balayage la microscopie de champ proche optique à balayage de sonde, qui est plus connue sous son acronyme anglais SNOM pour Scanning Near Field Optical Microscopy, ou NSOM suivant les communautés. C'est une microscopie qui est fortement apparentée à la microscopie tunnel, qui a été développée très très tôt après l'invention de la microscopie tunnel, donc typiquement 2 ans après, en 1984, par l'équipe de Dieter Paul. Et globalement, l'idée générale, c'est qu'on introduit une pointe dans le champ proche optique de l'objet, une pointe qu'on va déplacer latéralement et reconstruire une image point par point. Et cette pointe, on va l'utiliser pour soit éclairer localement, soit diffuser le champ proche optique en champ lointain et reconstituer comme ça, point par point, le champ proche optique de l'objet. Donc les résolutions, c'est typiquement 50 nanomètres. Et il en existe de très 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 nombreuses variantes, suivant qu'on utilise la pointe pour illuminer, pour diffuser, etc. Alors le problème de ce type de microscopie, c'est essentiellement que c'est lié à la microscopie tunnel, donc c'est lié à la présence d'une pointe. Et qui fait de la microscopie tunnel, c'est que globalement le problème de pointe est un problème générique, on a un problème de reproductibilité, et puis c'est assez intrusif, puisque globalement on va introduire une pointe dans le champ proche optique de l'objet et ça va venir le perturber, ça va perturber le champ. Donc une autre approche possible, c'est l'emploi d'électrons. Donc c'est la seconde famille de microscopie susceptible de résoudre facilement, enfin relativement facilement le champ proche optique. Et globalement, donc, les méthodes alternatives consistent à utiliser les électrons, et on peut utiliser les électrons en excitation ou en collection. Donc là, je vous ai listé les 4 principales microscopies qu'on peut mettre en œuvre pour ce type de cartographie. Et je vais en détailler plus particulièrement 2, compte tenu du temps. Donc la première ici, qui est une microscopie à transmission d'électrons en mode balayage, c'est-à-dire qu'on va déplacer le faisceau d'électrons, un faisceau d'électrons rapide, fortement localisé, on va le déplacer à la surface de l'échantillon. Et on va s'intéresser à une signature de perte d'énergie d'électrons. Donc en anglais, ce sera Electron Energy Loss Spectrometric Mode. Donc la méthode s'appelle STEM-ILS. Donc on excite avec des électrons et on collecte des électrons. Donc ce n'est pas une technique optique. Et puis je vais vous détailler également le PIM, qui est la microscopie à photoémission d'électrons. Cette fois-ci, on va exciter en optique et on va collecter en électrons une signature, par exemple, photoélectrique. Ça pourrait être aussi une signature de d'émission de champ ou autre. Alors les 2 autres dont je n'aurai pas le temps de parler, il y a notamment la cathodoluminescence qui est fortement apparentée à la version STEM-ILS. Cette fois-ci, on va exciter par un faisceau rapide d'électrons, mais on va collecter une relaxation radiative, et donc on va travailler avec des photons. Donc dans ce cas-là, ce sera une excitation avec des électrons et une collection de photons. Et la spectrométrie, la microscopie PINEM, qui est nettement plus compliquée, c'est parce que c'est une microscopie cette fois-ci à 3 particules. On excite avec un photon, on crée un plasmon, simultanément on excite avec un électron, les électrons échangent de l'énergie du plasmon avec le plasmon qui a été créé, et on recueille une signature en électrons cette fois-ci. Donc c'est assez compliqué puisque c'est une interaction à 3 particules, et donc c'est nettement plus lourd. Et donc dans la suite, je ne vais me préoccuper que de la première et de la dernière. Et si vous avez des questions sur les 2 autres, je pourrais essayer de répondre lors des questions. Et on va commencer par le ILS. Alors l'idée générale est la suivante, on prend un faisceau d'électrons, un faisceau d'électrons un faisceau d'électrons rapide, très énergétique. Pour fixer l'ordre de grandeur, c'est entre 100 et 200 kV. Donc il possède des longueurs de De Broglie, des longueurs d'onde de De Broglie très 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 faibles. Et on les envoie sur un échantillon qui est de faible épaisseur. Et on va balayer le faisceau et on va suivre une interaction particulière. Alors l'énergie est tellement importante qu'on va générer au sein de l'échantillon des myriades d'excitations de phénomènes physiques. Alors, par exemple, on peut utiliser ces électrons pour construire une image très très fortement résolue spatialement. Alors on peut utiliser soit les électrons qui sont diffractés
par interaction de Bragg, c'est-à-dire en interaction cohérente, et on peut faire du champ clair et du champ sombre, et on obtient une image qui est résolue à l'atome. Dans le cas du STEM, on peut également utiliser une autre technique de détection qui correspond en fait à la déflexion du faisceau d'électrons par les noyaux. Donc ça revient à faire de l'imagerie sur de la physique d'interaction de type Rutherford. Et dans ce cas-là, à nouveau, on est très très sensible à un contraste qui est lié au numéro atomique de la cible. Et à nouveau, on obtient une image qui est topographiquement très très fortement résolue. Ensuite, on peut récupérer toutes les signatures de relaxation qui correspondent à des relaxations radiatives, et vous en avez vu de très nombreux exemples durant la semaine. Donc, par exemple, comme le faisceau il fait 200 kV d'énergie, eh bien, on va récupérer des faisceaux X, des faisceaux visibles, infrarouges, UV, etc. Et donc, suivant la gamme spectrale, ça va s'appeler EDX, cathode de luminescence ou autre. Donc, la cathode de luminescence, sous faisceau d'électrons, revient en fait à récupérer la gamme de fréquences qui correspond aux excitations plasmoniques, c'est-à-dire typiquement dans le visible et le proche infrarouge. Et puis, ce qui va nous intéresser pour nous, enfin, ce qui va nous intéresser par la suite, en fait, c'est qu'on va s'intéresser aux électrons qui ont perdu une énergie, une fraction d'énergie. Et cette fraction d'énergie correspond à une excitation plasmonique. Donc, globalement, l'idée générale de la spectrométrie, enfin de la microscopie, c'est de cartographier une perte d'énergie plasmonique point par point pour reconstruire une image. Donc, c'est ce qui est rappelé ici. Donc, globalement, on va se focaliser simplement sur les électrons qui ont perdu une fraction d'énergie dans une gamme d'énergie spectrale qui correspond à des plasmons. Et vous allez voir que dans cette gamme d'énergie, en fait, il y a deux mécanismes essentiels qui vont se manifester. Et ici, vous avez un spectre. Donc, pour rappel, globalement, vous avez un faisceau d'électrons rapides fortement énergétiques, et puis on le déplace point par point, et en chaque point, on enregistre le spectre de perte d'énergie d'électrons. Alors ici, j'ai soustrait le faisceau d'énergie primaire, qui correspond à une perte nulle, qui est très 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 intense, et donc si on veut visualiser les pertes, eh bien, j'ai retiré le faisceau qui est à zéro. Globalement, les mécanismes sont classés en trois grandes régions qui correspondent à trois types d'excitation. Donc à chaque fois qu'on a une excitation discrète, eh bien, on se retrouve avec une perte d'énergie discrète qui correspond à une quasi-particule particulière. Donc dans la zone verte, ce sont les électrons qui sont quasi élastiques, qui ont perdu très très peu d'énergie. Et en fait, ça correspond à des excitations de quasi-particules de type phononique. Donc on peut cartographier, cette fois-ci, si on cartographie une perte dans cette région-là, on va cartographier la distribution de phonons qui ont été excités dans l'objet. Pour ce qui nous intéresse, on va cartographier la région qui est ici en violet, et dans cette région, on va avoir deux types d'interactions. Alors, une interaction qui ne nous intéresse pas trop, qui est la transition d'électrons d'états occupés à des états inoccupés. Mais par contre, toutes les excitations collectives de type plasmon se manifestent également dans cette région. Et puis, comme le faisceau est très très énergétique, donc en bleu, on peut exciter également des niveaux de Kerr. Ces niveaux de Kerr vont générer en fait des phénomènes qui sont très très proches à ce qu'on rencontre en absorption X. Donc on va avoir des spectrométries donc, qui s'appellent EXELFS ici pour structure fine d'excitation électronique qui correspondent à peu près à ce qu'on obtient, en tout cas le formalisme est rigoureusement équivalent, qui correspond à ce qu'on obtient en XANES, en absorption X, ou en EXAFS. Donc on va déterminer la structure topographique autour de l'atome qui absorbe. Donc là, on va se focaliser essentiellement sur la région violette, ici. Donc le premier mécanisme qui va se manifester, en fait, ce sont des mécanismes de type promotion, de transition interbande ou intrabande, c'est-à-dire qu'on va promouvoir un électron d'un état occupé à un état inoccupé, et donc en particulier, donc on va voir des transitions de type, ce que vous voulez, 3S, 3D, 3P, 3D, etc. Donc avec ce type de spectrométrie, là, on peut reconstituer la structure de bande partiellement de l'objet. Ce n'est pas ce qui nous intéresse ici. Ici, on va se focaliser sur des structures qui sont là, qui correspondent en fait à des excitations collectives, à la génération d'excitations collectives de type placement de volume ou placement de surface.
Et l'idée, en fait, c'est de suivre point par point une excitation de type plasmonique. Donc voilà, donc ça c'est le second mécanisme d'excitation. Donc on va exciter des excitations collectives dans l'objet, on va déplacer le faisceau. Donc par exemple sur l'image de gauche ici, l'échantillon est excité par un faisceau d'électrons rapides et puis on vient balayer le faisceau sur l'objet. Et donc par exemple, on va balayer le faisceau du point A au point B et en chaque point on enregistre la structure de perte d'énergie d'électrons. Et en particulier, vous voyez que il y a plusieurs excitations collectives qui vont se manifester. L'objet, en fait, va se comporter comme une membrane de tambour, c'est-à-dire que quand on tape au bon endroit, eh bien, on excite le bon mode collectif. Donc là, par exemple, vous voyez, on est capable d'exciter plusieurs modes. Donc on part de A, et puis on se dirige vers B, et on va exciter d'abord le mode qui correspond aux extrémités, et puis des modes divers. Enfin, d'autres modes d'énergie plus élevée. Et donc l'idée, c'est de, point par point, de reporter l'intégrale de cette surface, enfin l'intégrale de ce pic, pour obtenir la cartographie du champ proche optique. Ok. Alors, il ne faut pas que ça vous fasse peur. Là je vous présente, en fait, on va s'intéresser à la probabilité de perte d'un petit objet, typiquement une sphère, donc une sphère de rayon A, et on peut montrer que cette probabilité se comporte comme ceci. Alors, cette équation a l'air très compliquée, mais en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un faisceau d'électrons rapides, et les électrons passent un par un, ils se comportent en fait comme une source de lumière blanche, de multifréquence, multispectrale. Et comme ce faisceau d'électrons est très très fortement énergétique, il va exciter tous les modes collectifs possibles et imaginables dans l'objet. Donc la première chose à considérer, c'est qu'en fait, on a une sommation de tous les modes possibles et imaginables. Donc précédemment, on voyait 3 modes sur le triangle, mais en fait, on va exciter tous les modes possibles autorisés par l'énergie du faisceau, qui est de l'ordre de plusieurs centaines de kiloélectronvolts. Et en particulier, la probabilité de perte d'énergie d'électrons, elle est directement liée à la partie imaginaire de la polarisabilité de l'objet, du résonateur, c'est-à-dire globalement à son extinction. C'est normal. Le faisceau d'électrons c'est le faisceau d'électrons primaire qui est responsable de l'énergie qui est donnée à l'excitation collective. Alors, qualitativement, ce qui se passe, c'est qu'on envoie un faisceau d'électrons, ce faisceau d'électrons se couple par voie coulombienne aux électrons de l'objet et on excite la distribution de champ dans l'objet. Et ce qu'on va mesurer, en fait, c'est la perte d'énergie de l'électron incident dans le champ qu'il a lui-même induit. C'est-à-dire qu'il va travailler dans ce champ et ce travail dans le champ induit correspond à la perte d'énergie collective. Donc on peut simplifier ça dans le cas qui nous préoccupe, c'est-à-dire qu'on peut se positionner, on peut regarder on peut faire une approximation quasi statique de l'équation précédente. Par exemple, on peut s'intéresser au mode dipolaire de la sphère en question. Et dans ce cas-là, le champ demeure homogène et ne varie plus. Et donc on peut simplifier grandement les équations précédentes. Et au final, on va se retrouver avec des équations de ce type-là, c'est-à-dire que la probabilité de perte d'énergie des électrons primaires correspond en fait à un produit entre la partie imaginaire de la polarisabilité de l'objet et une fonction spatiale qui est liée au couplage coulombien entre les électrons incidents et les électrons mobiles, les électrons de valence qui ont été mis en mouvement dans le résonateur plasmonique. Et la distance qui est là, donc qui correspond à la distance du couplage, c'est une distance d'atténuation entre le faisceau primaire et le résonateur, qui nous donne globalement la résolution, cette fois-ci la résolution de cartographie du champ proche optique. Et comme nous avons des très très grandes vitesses, donc un faisceau de 100 kV, ça correspond à des vitesses qui sont typiquement la vitesse des électrons est la moitié de la vitesse de la lumière, donc on est fortement relativiste. Donc il faut prendre en considération les facteurs de Lorentz et ces distances-là, elles vont tomber entre 10 et 50 nanomètres. Donc globalement, on va être capable de cartographier le champ proche optique à une vingtaine de nanomètres. Alors, ceci c'est une description spectrale. Il y a un autre aspect qui est intéressant, c'est la description en termes de densité d'état électromagnétique. Et en fait,
dans le cas d'une sphère, en fait, on peut écrire cette même probabilité comme le produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est une polarisabilité généralisée qui prend en compte toutes les dépendances spectrales du plasmon considéré. C'est-à-dire que globalement, le plasmon, c'est une résonance de pôles. Donc en fait, toutes les résonances de pôles vont se manifester ici. Donc tous les aspects spectraux vont se manifester dans cette polarisabilité généralisée. Et puis, pour ce qui nous intéresse ici, la distribution de champ, c'est-à-dire qu'on va visualiser en fait à une transformée de Fourier près, c'est le TF ici, une transformée de Fourier près, on va visualiser la composante normale à l'objet, donc la composante du champ électromagnétique, du champ proche optique de l'objet, qui est parallèle à la direction d'incidence. Donc, globalement, à une transformée de Fourier près, on va visualiser la composante suivant la direction d'incidence des électrons du champ proche optique. Alors, ça tient au fait que pour qu'il y ait un couplage coulombien, il faut notamment que le vecteur vitesse puisse se coupler avec le champ induit, et donc cette probabilité de transition, cette probabilité de perte est directement liée au produit scalaire entre la vitesse des électrons et la direction du champ induit. Et comme la vitesse des électrons est suivant la normale, eh bien seule la composante du champ vertical est accessible. Alors un autre aspect ici que je mentionne, ça serait important pour la suite, c'est-à-dire que ici on excite avec des électrons et on recueille des électrons. Donc typiquement, ce n'est pas une excitation rigoureusement optique. Donc en particulier, les règles de sélection ne sont pas les mêmes. On peut exciter des modes sombres, au sens optique du terme cette fois-ci. Et un second aspect, c'est qu'il n'y a pas de polarisation. C'est-à-dire que le faisceau d'électrons n'est pas sensible en polarisation. La plupart des faisceaux rapides ne sont pas polarisés en spin sur ce type d'instrumentation. Donc on ne va pas être sensible à la polarisation des modes de résonance de l'objet. C'est-à-dire que l'objet il peut présenter plusieurs modes propres. On va voir tous les modes dégénérés en même temps. Alors, l'instrument lui-même, il se comporte comme ceci. Globalement, il nous faut une source d'électrons. La plupart du temps, aujourd'hui, ce sont des sources à émission de champ. Le faisceau est focalisé et balayé sur un échantillon et on recueille en aval soit l'image, ou simultanément l'image et puis le faisceau d'électrons qu'on va disperser en énergie. C'est-à-dire qu'on va obtenir un cube hyperspectral. En chaque point, on a la distribution en énergie des électrons. Et donc l'idée, vous avez saisi, c'est de suivre une perte d'énergie particulière. Alors, la grande difficulté, pendant des années, la grande difficulté de ce type d'instrumentation, c'était ceci. C'est-à-dire que si on regarde le spectre d'énergie de perte d'électrons, en fait, un EV, le faisceau primaire, il fait environ 100 000 EV, et on cherche des pertes qui correspondent à une fraction d'EV, disons un EV ou une fraction d'EV. Donc on est vraiment au pied du pic de perte nulle et il est très très difficile en fait de mesurer une perte au voisinage de l'énergie primaire du faisceau. Donc n'oubliez pas, le zéro ici il correspond à 100 000 électronvolts ou 200 000 électronvolts. Donc pendant des années, la difficulté était de se débarrasser en fait de la largeur de la distribution en énergie, de l'extension en énergie du pic primaire qui nous dissimulait toutes les pertes plasmoniques et a fortiori phononique. Et ça a été résolu de deux façons. Alors, dans un premier temps, ça a été résolu par voie algorithmique, via des algorithmes de déconvolution du signal de type Richardson-Lucy. Et puis, ensuite, plus récemment, ça a été résolu d'un point de vue technique, parce que la communauté TEM est assez importante, et ils ont développé notamment beaucoup d'aspects de monochromatisation des sources, donc d'abord des sources brillantes, des sources à émission de champ brillantes. Le faisceau est monochromatisé et même derrière le monochromateur, on a suffisamment de courant pour construire une image. Et aujourd'hui, les performances sont extraordinaires. Vous avez un faisceau qui fait 100 000 électronvolts qui arrive et on le résout à 6 millieV. Donc globalement, 10 exposant 9, non 5, 10 exposant 8, ordre de grandeur dessous. Donc on est capable d'imager une perte typiquement à 6 millieV d'un pic qui fait 100 000 électronvolts. Et simultanément,
on obtient en fait, on peut obtenir l'image topographique de l'objet à une résolution qui est imbattable, qui est typiquement la résolution atomique. Donc voici un exemple en champ sombre et en champ, en champ clair et en champ sombre. C'est un petit objet, donc le contraste correspond à des atomes. Et si vous vous intéressez à la distribution de champs, eh bien, par exemple, je reviens vers l'aspect nanotriangle de tout à l'heure. Donc on balaye le faisceau et puis on va retenir par exemple que l'intensité, la perte d'énergie d'électrons qui correspond à une excitation dipolaire ici. Et donc on se retrouve par exemple avec une distribution de champs qui correspond à celle-ci. Cette fois-ci, donc sur un nanotriangle, on va observer en mode dipolaire le champ qui est distribué aux extrémités du triangle. Alors rigoureusement, dans un triangle, on a deux états propres qui sont orientés à 90 degrés et qui ne correspondent pas rigoureusement à une illumination simultanée des coins. Mais ici, comme on n'a pas de sélection en polarisation, on observe la superposition des deux. Et donc la résolution de l'image, ici, c'est environ entre, disons, 18 nanomètres, entre 17 et 20 nanomètres. Donc on résout le champ proche optique sur un objet qui est plus petit que 60 nanomètres. On va résoudre le champ proche optique à une échelle de l'ordre entre 15 et 20 nanomètres, typiquement. Et ici, vous avez le mode dipolaire. Et puis, si on s'intéresse aux autres pertes, eh bien, on va pouvoir visualiser la distribution du champ proche optique à des ordres plus élevés. Donc ensuite, vous avez le mode quadrupolaire, où là, le signal est essentiellement au centre des arêtes. Et puis, progressivement, on monte en ordre, donc au centre de la phase principale, etc. Et on peut faire ça avec tout type d'objets. Donc là, vous avez des cubes. Là, vous avez des bâtonnets. Alors, les bâtonnets vont se comporter comme des cavités Fabry-Perot pour le plasmon propagatif. C'est-à-dire que lorsque le plasmon propagatif possède une longueur d'onde lambda étoile, par exemple, eh bien, dès lors que la longueur du bâtonnet est susceptible d'accommoder un nombre entier multiple de lambda étoile sur 2, eh bien, on obtient une résonance. Donc la résonance dipolaire, et puis quadrupolaire, et on monte en ordre, etc. Et à nouveau, on conserve la résolution de sublongueur d'onde. Voilà, et ensuite on peut faire plein de variantes. C'est-à-dire que globalement, l'assiette de l'échantillon peut être modifiée, donc on peut faire de la tomographie en 3D, c'est-à-dire que là je vous ai présenté des images en 2D, mais si on change l'orientation de l'échantillon, eh bien, on peut avoir la distribution de champs en 3D, et ça marche assez bien, notamment sur les cubes. Par exemple, là, dans cette étude-là, ils ont fait également la tomographie en 3D, donc ils ont la distribution du champ en 3D autour de l'objet. On peut faire du pompe-sonde, c'est-à-dire qu'on peut pulser le faisceau d'électrons et regarder la dynamique de réponse du plasmon. Ça, je vous en présenterai si j'ai le temps un peu, mais probablement pas. Et voilà, on a vraiment beaucoup de variantes possibles et imaginables. Alors, la seconde microscopie que je désirais présenter, c'est la microscopie de photoémission d'électrons. Et cette fois-ci, le mécanisme est complètement différent. En spectrométrie STEM-HILS, on envoie des électrons, on recueille des électrons. Cette fois-ci, on va exciter optiquement le résonateur plasmonique. Il va absorber beaucoup d'énergie, développer une résonance, et on va surveiller un canal particulier de désexcitation qui correspond à une émission non radiative d'électrons. En l'occurrence, ici, une réponse photoélectrique. Et donc, globalement, l'idée, c'est de cartographier le champ proche optique via sa perte d'électrons, via une signature électronique. Donc, cette fois-ci, on excite avec des photons et on collecte une réponse électronique. Une réponse électronique qui résulte de l'excitation plasmonique. En fait, ce qui va se passer, c'est que lorsque l'excitation plasmonique va se manifester, le champ proche optique va présenter des amplitudes très très intenses et le rendement, par exemple, si on suit le rendement photoélectrique, le rendement photoélectrique sera beaucoup plus élevé dans les zones où le champ proche optique est intense, si bien qu'on va cartographier directement le champ proche optique. Alors, une difficulté sur ce type de microscopie tient à ce phénomène-là, au phénomène qui est lié aux différentes gammes d'énergie qui sont mises en jeu. C'est-à-dire que les plasmons se manifestent essentiellement dans les métaux nobles. Le travail de sortie, c'est-à-dire la barrière de confinement des électrons dans le métal, les travaux de sortie des métaux nobles, c'est typiquement entre, disons,
4 et 5,5 électronvolts, alors que les résonances plasmons, c'est plutôt de l'ordre de l'électronvolt, si bien que les électrons, pour sortir côté vide et pour être imagés, ils vont devoir absorber plusieurs plasmons, plusieurs photons, si bien que le régime de photoémission qu'on va utiliser est un régime de photoémission non linéaire. Donc les électrons qui vont relaxer l'énergie du plasmon vont devoir absorber plusieurs photons pour sortir dans le vide. Et puis un autre phénomène va se manifester, qui est plutôt satisfaisant pour suivre la courbe de dispersion et la dynamique des plasmons polaritons. C'est-à-dire que c'est une imagerie plein champ. C'est-à-dire qu'on envoie, il n'y a pas de balayage cette fois-ci, contrairement au cas précédent, il n'y a pas de balayage, on envoie une imagerie, un faisceau plein champ et on recueille les électrons en plein champ, c'est-à-dire que l'instrument est rigoureusement équivalent à un microscope optique, sauf qu'en lieu et place de construire son image avec des photons, comme dans le cas d'un microscope optique, il va construire son image avec des électrons. Donc en particulier, si on excite avec un phénomène optique, eh bien on a le faisceau optique qui est plein champ, on va développer par exemple un plasmon polariton. Le plasmon polariton, il est hybridé avec l'onde plasma qui est dans le métal, il va moins vite que la vitesse de la lumière, et on va observer en fait une figure de battement entre le faisceau optique primaire excitateur et le champ proche optique de l'objet. Et cette figure de battement va nous donner une période, et cette période elle nous donne un point de fonctionnement sur la courbe de dispersion du plasmon polariton. Et donc, ce faisant, on peut reconstituer point par point les courbes de dispersion. Alors, d'un point de vue distribution du champ, eh bien, cette fois-ci, le taux d'émission des électrons, il est directement lié à la composante normale à l'interface, c'est-à-dire au champ extracteur, au champ proche optique qui va permettre d'extraire les électrons. Donc, cette fois-ci, on va visualiser un champ, et plus exactement la puissance 2n du champ, où n est l'ordre de non-linéarité nécessaire pour extraire un électron du travail de sortie. Et on va être sensible à la composante normale à la surface. Il s'agit cette fois-ci donc d'extraire les électrons. Et donc, à nouveau, on visualise la densité d'état électromagnétique, mais cette fois-ci, suivant la normale à la frontière de l'objet. Et cette fois-ci, le signal PIM est très fortement dépendant de la polarisation du faisceau excitateur. Donc on peut exciter avec un faisceau linéaire, on peut exciter avec un faisceau circulaire, et on regarde la distribution de champ suivant la polarisation. Alors l'instrument lui-même, donc les microscopes à photoémission d'électrons sont assez anciens, ils ont été inventés dans les années 30. Et globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est rigoureusement l'équivalent d'un microscope optique, sauf qu'en lieu et place d'un photon, il construit son image avec des électrons. Donc ce sont des optiques électroniques, ce sont essentiellement des bobines de Helmholtz, et les électrons sont manipulés par un champ magnétique. Et les résolutions que l'on atteint sont typiquement de l'ordre de la vingtaine de nanomètres, et voire mieux, typiquement 5 nanomètres sur les instruments qui sont corrigés en aberration, puisque la perte de résolution provient essentiellement des aberrations chromatiques des lentilles électroniques. Alors c'est un instrument qui a été très très utilisé dans les années 70 et 80. Ici vous avez un exemple célébrissime qui consistait à suivre en temps réel, enfin à suivre dans le temps et dans l'espace une réaction de surface. Et donc pendant très longtemps, on a fait ce type de travaux. Donc, par exemple, là, c'est l'oxydation du monoxyde de carbone en dioxyde de carbone, donc en présence d'oxygène, sur un catalyseur platine. Et donc vous avez deux types de domaines. Alors, le monoxyde de carbone s'absorbe sur le catalyseur avec un certain travail de sortie, et le contraste de ce travail de sortie donne un contraste, en l'occurrence ici le contraste brillant, ce sont les zones brillantes. L'oxygène s'absorbe sur le platine et se dissocie avec un travail de sortie qui est différent, donc on obtient les domaines qui sont ici sombres. Et la réaction se produit à la zone frontière entre les domaines brillants et sombres, et on obtient des spirales comme qui tournent lentement, puisque globalement il faut renouveler la matière. Et donc vous avez une visualisation directe de la réaction chimique sur la surface. Donc ça, c'était en usage dans les années
70, 80, 90. D'ailleurs, Hertel a eu le prix Nobel notamment pour ce type de travaux. Un deuxième aspect, c'est que en fait, l'instrument il construit son image à partir d'une distribution d'électrons. Donc, on a des dizaines enfin pas des dizaines, mais plusieurs mécanismes qui peuvent générer des électrons. Et en particulier, si on envoie un faisceau d'électrons monocinétique à la surface de l'échantillon, et que si on a choisi la bonne énergie, la longueur de De Broglie des électrons peut être, si la longueur de De Broglie des électrons est du même ordre de grandeur que les distances interréticulaires dans l'objet, on va observer un phénomène de diffraction. Et donc on peut reconstituer par collection des électrons qui sont rétrodiffusés, on va constituer une image topographique cette fois-ci. Donc simultanément à l'obtention de la cartographie du champ proche optique, on obtient une image topographique de l'objet, avec des résolutions qui sont de l'ordre de 10 nanomètres, qui sont un peu meilleures que les précédentes. Donc voici simplement une image topographique en mode LIM. Donc le mode LIM, c'est le mode en basse énergie d'électrons, s'appelle LIM pour Low Energy Electron Microscope. Donc c'est un mode qui est similaire à ce qu'on obtient avec un microscope électronique à balayage, sauf que cette fois-ci, il n'y a pas de balayage, c'est une image plein champ. Et très souvent, c'est excessivement surfacique. Donc par exemple, ici, on voit les marches monoatomiques d'une surface de molybdène, alors qu'en MEP, c'est assez difficile. Voilà. Donc, globalement, sur un microscope PIM qui fait de la plasmonique, on va utiliser des sources d'électrons, des sources de photons, et puis l'instrument pour construire l'image. Donc, voici un premier exemple. Donc, l'échantillon, c'est une matrice de petits disques d'or qui sont déposés sur une surface d'ITO. L'image de gauche correspond à une image LIM, donc il n'y a pas d'excitation optique. On envoie des électrons, on recueille des électrons et on obtient une image topographique. L'image de droite, on coupe le faisceau d'électrons, on excite optiquement et on recueille la signature photoélectrique. Donc ce que vous voyez ici, c'est la signature du champ proche optique des petits disques à résonance. Et le rapport signal sur bruit est très très élevé puisque seuls les petits disques, les disques métalliques, renvoient des électrons. Le substrat, lui, n'est pas excité, donc le signal entre deux disques est nul, ou proche de zéro. Alors, on peut s'intéresser à l'ordre de non-linéarité, c'est-à-dire le nombre de photons nécessaires à chaque électron pour être photoémis dans le vide. Pour ce faire, en fait, il nous suffit de changer la polarisation d'excitation du faisceau optique, qui doit se comporter normalement comme une puissance 2n de cosinus θ, si θ est l'angle d'incidence de la polarisation sur l'échantillon. Et donc, par exemple, pour l'or, là c'est un échantillon d'or, donc c'est le même échantillon que précédemment. Ce sont des petits disques d'or qui sont déposés sur de l'ITO, ils font 120 nanomètres de diamètre, on les excite sous incidence rasante. Donc le faisceau arrive comme ça et on fait varier la polarisation du champ perpendiculairement au K, à la direction d'incidence. Et dans ce cas-là, on obtient un ajustement très correct dès lors qu'on considère 3 photons. Donc dans le cas de l'or, et c'est très très fréquent, chaque électron qui est présent sur l'image a absorbé 3 photons, c'est-à-dire 3 quantas plasmoniques. Alors, quelques exemples. Donc voilà, là, cette fois-ci, je considère un résonateur qui est un petit hexagone. Alors, comme dans le cas des triangles, ce type de résonateur va présenter 2 états propres qui correspondent à une distribution de charge induite suivant les directions les 2 moments dipolaires à 90 degrés. Donc, soit sur des coins, soit la charge est principalement alignée sur 2 coins, soit perpendiculairement au moment dipolaire ici. Alors, ce sont des états dégénérés, hein, c'est simplement la distribution de charge induite qui est différente, donc la distribution de champ va être différente. Ce dont il faut se souvenir, c'est qu'on ne va pas observer la distribution de champ directement, on va observer une puissance 2n, en l'occurrence n égale 3, on va observer la composante normale à la surface à la puissance 6 de l'objet à résonance. Donc la résonance qui est considérée ici, c'est une résonance dipolaire. Et expérimentalement, on obtient ce type de cartographie. Donc ici, la petite flèche ici correspond à la direction du champ dans le plan qu'on peut faire tourner puisque c'est une excitation optique. Donc en changeant la polarisation, on peut faire tourner le champ excitateur dans le plan de l'objet. Et donc on passe régulièrement d'un état propre à l'autre.
Donc si on avait réalisé la même expérience sur un triangle, on aurait résolu la dégénérescence des deux états propres du triangle et on aurait observé, dans le cas du triangle, lorsque le champ est aligné sur une arête, on obtient 2 spots. Lorsque le champ est perpendiculaire à une arête, on obtient 3 spots. Alors, ce dont il faut se rappeler, c'est qu'on suit une signature d'absorption. Donc ici, vous avez pour des sphères de différents diamètres, j'ai reporté ici sur la courbe, en fait, le maximum de l'excitation dipolaire. Et vous voyez qu'elle correspond en fait à la signature théorique d'absorption qui va repartir vers le bleu après être passé par un maximum. Donc c'est assez contre-intuitif pour un opticien, puisque généralement, lorsqu'on augmente la taille d'un objet, on s'attend à ce que la résonance parte vers le rouge. Dans le cas d'une signature d'absorption, ça commence par partir vers le rouge et puis ça retourne vers le bleu avant de disparaître. Et donc on suit une signature d'absorption en photoémission. Un autre exemple qui est lié cette fois-ci à c'est une visualisation directe de la propagation d'un plasmon polariton. Donc, comme l'a rappelé Renaud lundi, en fait, quand on désire exciter un plasmon polariton, c'est-à-dire une onde collective propagative à la surface disons entre une surface métallique et une surface électrique qui est ici et le vide, il va falloir fournir une impulsion additionnelle puisque la courbe de dispersion est toujours à droite de la lumière, donc à une énergie donnée, il nous manque une petite impulsion. Donc on va construire est un bien grand mot, on va utiliser un lanceur de plasmon. Une simple rayure suffit, globalement on va coupler la lumière sur une rayure. Et là, l'équipe a fait un travail assez imaginatif. En fait, ils ont séparé, donc ils ont un faisceau laser, ils séparent en 2 branches, donc une branche qui va être utilisée comme faisceau de pompe et une branche qui va être utilisée comme faisceau sonde, donc ils vont faire du pompe-sonde. Mais la particularité ici, c'est qu'ils ne recombinent pas la pompe et la sonde au même endroit. Ils vont la séparer de plusieurs dizaines de microns, qui correspond à la distance de propagation du faisceau. Et donc, du plasmon polariton. Et donc là, nous avons 3 images. La première image correspond au faisceau pompe seul. Il excite un plasmon polariton et on observe la figure de battement qui correspond au battement entre le faisceau excitateur et le champ du plasmon polariton. Et on observe donc des franges claires et sombres. Parce que quand on a une interférence positive, eh bien on a un fort rendement photoélectrique, beaucoup d'électrons. Et lorsqu'on a une résonance négative, eh bien, on n'a pas de signal. Donc on visualise directement la propagation du plasmon polariton. Dans l'image centrale, ils coupent le faisceau de pompe et ils allument le faisceau de sonde. Et la seule chose qu'ils observent, comme il n'y a pas de plasmon polariton, la seule chose qu'ils observent, c'est l'excitation métallique avec très peu d'électrons ici. Et lorsqu'ils allument les deux en même temps, eh bien, ils voient la propagation du plasmon polariton qui part du lanceur, il se propage, et quand il arrive dans le faisceau de sonde, à nouveau, il se manifeste sous la forme d'un réseau de franges, une figure de battement. Et donc ce type d'expérience, en modulant la distance du faisceau de sonde, nous permet directement de connaître la distance d'atténuation du plasmon polariton. Et pour terminer, alors je vais terminer par un exemple qui n'est pas directement lié à la plasmonique, mais on peut le faire sur un objet de type plasmonique. C'est-à-dire que je vous ai dit que globalement on s'intéresse aux échelles spatiales, énergétiques et temporelles. Donc là vous avez un exemple. Donc à nouveau on va utiliser un schéma excitateur optique de type pompe-sonde et un peu particulier puisque ce schéma excitateur optique pompe-sonde il est à 2 couleurs. Donc on envoie un faisceau de pompe dans l'infrarouge pour exciter un objet. Ça pourrait être un objet plasmonique. Ici c'est un flocon de INSE sur un substrat d'Asga. Et on va envoyer un faisceau sonde qui, lui, est d'une autre couleur, d'une autre longueur d'onde pour extraire la population d'électrons. Donc là, l'idée générale consiste à suivre dans le temps, dans l'espace et en énergie la dynamique d'une population d'électrons. En fait, rigoureusement, ce qu'on va voir, c'est que le flocon d'INSE, ici, sur le substrat de GAS, va se comporter comme une jonction PN, et on va visualiser dans le temps, dans l'espace et en énergie le comportement de la jonction PN. Alors, avec des résolutions qui vont être de l'ordre de 20 nanomètres
pour l'échelle spatiale, 100 femtosecondes pour l'échelle temporelle et à peu près 150 millieV pour l'échelle énergétique. Et donc si on s'intéresse à cela de près, si on réalise l'expérience, eh bien, on est capable de voir le transfert de la population d'électrons de l'INSE, enfin, du GAS vers l'INSE, et puis quand ce transport est trop important, eh bien, on va avoir un phénomène de recombinaison. Donc ici, tout ce qui est en bleu correspond à des recombinaisons, tout ce qui est en rouge correspond à de l'enrichissement. Et donc on visualise en temps réel, enfin en temps réel, on va visualiser la dynamique des populations d'électrons sur l'objet. Et on peut faire cela sur un résonateur plasmonique. Donc on peut regarder comment se déplace dans une approche multiphysique, comment va se comporter la population d'électrons qui est associée à une résonance plasmon ou à une excitation de plasmon polariton. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire. Donc si vous désirez approfondir, vous pouvez aller voir ces références-là. C'est de difficulté croissante. Celle-ci, c'est la plus compliquée. Et globalement, là, quand vous arrivez là, vous faites de l'optique quantique. Donc l'optique quantique résolue spatialement dans le temps. Et donc là, vous avez les perspectives d'optique quantique sur ce type d'instrumentation. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.